Bonjour. Je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous montrer l'application des slides fugitives à la présentation de code informatique. Je vais le faire sur un petit programme que j'ai présenté à mes étudiants américains pour leur illustrer l'utilisation des fonctions de gestion des dates dans le langage C. Je vous rassure, aucun besoin ici de connaître C ni même de comprendre quoi que ce soit à la programmation. À titre informatif, ce programme dit à quel jour de la semaine correspond une date donnée. Voilà le programme brut de Fonderie. Il n'est pas très long, mais si je veux le montrer en entier sur une slide, tout le monde va s'esquinter les yeux. C'est un peu moins pire en colorant valeurs constantes et mots qui ont une signification particulière en programmation C, mais même en passant tout en gras, ce n'est même pas la peine d'essayer de présenter ça en amphi. La seule manière d'avoir une taille décente pour les caractères est de découper le programme sur plusieurs slides, et c'est ce que font la plupart des profs qui sont confrontés à ce genre de problème. Inutile de dire que les 4 tranches de programme vont peut-être retenir l'attention des 3 étudiants hyper motivés du premier rang, mais pas des autres. Programme ou texte, c'est toujours le même problème. Si on en met trop sur la slide, l'auditoire lit et ne vous écoute pas. On peut améliorer les choses en montrant avec une apparition en échiquier par lettres, d'abord à l'affichage de la slide pour ne pas avoir de slide vide, puis de commencer à jouer de la souris et faire apparaître les morceaux ultérieurs au clic, ce qui permet de commenter partie par partie sans dévoiler la suite. Je vous fais grâce du reste, je pense que vous avez compris comment la présentation se déroule. Une parenthèse avec la transition qui va bien, pour expliquer le découpage pratique. Je prends ma slide de code et je la duplique. Je change la couleur de la police de la slide dupliquée en un brun ou gris plutôt clair. Ce bloc de texte terne me servira de patron pour positionner mes différents blocs. Ensuite, parce que je veux diviser mon code initial en 3 morceaux, je vais copier ma première slide 3 fois. Je vais ensuite enlever du bloc de programme complet tout ce qui n'appartient pas à chacun des sous-blocs que je veux avoir. Puis j'utilise mon patron pour repositionner à sa bonne place chaque morceau. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à éliminer le patron et animer séparément chaque sous-bloc de texte. Mais revenons à nos moutons. Le problème qui survient et dont le présentateur ne se rend pas toujours compte, c'est que le changement de slide introduit des ruptures qui cassent complètement le rythme. La vraie question, c'est comment faire pour minimiser les ruptures et avoir une lecture fluide du programme. On peut penser à l'utilisation d'une transition par push vers le haut, qui pourrait donner l'impression de visualiser quelque chose de plus grand que la slide. L'ennui, c'est que quand on change de slide, on a l'impression de voir un grand vide et la rupture est encore plus grande que quand il n'y a pas de transition du tout. On pourrait arranger un peu les choses en n'animant pas le premier bloc de la deuxième slide. Nouvel inconvénient, ce bloc n'apparaîtra pas du tout comme les autres, et ce sera encore plus choquant si je veux reprendre ensuite l'apparition ordinaire. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est confronté à un certain nombre d'obstacles. Tout d'abord, la présentation est incohérente. Les différents blocs de code apparaissent différemment. C'est distrayant, et par conséquent gênant. Deuxième problème, c'est que les slides bien découpés induisent une perte de contexte. Ce que je veux dire, c'est que dans un programme, il y a un lien très fort dans la suite d'instructions. Il est très difficile dans la découpe, liée essentiellement aux tailles respectives de la slide et de la police utilisée, de garder sur chaque slide un morceau complètement cohérent, indépendant de la slide précédente et de la slide suivante. À moins d'être doué d'une mémoire photographique, quelqu'un découvrant le programme pour la première fois aura du mal à suivre et à bien faire le lien entre les slides. Troisième problème, même si je ne l'ai pas fait ici, il m'arrive fréquemment quand je présente un programme d'ajouter des boîtes représentant des variables et de montrer comment leur contenu évolue au fil du temps. Si je veux maintenir ces formes de slide en slide, j'ai besoin de transitions idempotentes entre mes slides, ce qui exclut le push. Je n'ai pas envie de voir ça à l'écran. Je résous d'ordinaire ces 3 problèmes par l'utilisation de ce qu'on peut appeler une encre visuelle,
c'est-à-dire là où les deux dernières lignes de code d'une slide que je vais retrouver au sommet de la slide à commenter suivante. Entre les deux, j'ai une slide fugitive dont l'unique fonction est de faire passer l'encre visuelle de sa position de départ à sa position d'arrivée. Visuellement, cela va donner ceci. Vous voyez qu'il y a une bonne continuité visuelle et tout semble apparaître de la même manière. La question intéressante est évidemment comment on crée la slide fugitive. Tout d'abord, une possibilité est de faire remonter sur cette slide l'ensemble du texte. On se retrouve avec du texte superflu qui peut chevaucher la bordure supérieure, mais en enchaînant automatiquement en fondu sur une slide où il n'y a que l'encre visuelle, ce texte superflu disparaît. Ce que je fais et vous ai montré est légèrement différent. Je considère deux sous-ensembles du texte, ce qui doit disparaître et l'encre visuelle. Ce qui doit disparaître va s'évanouir en fondu tout en se déplaçant. Voilà comment je procède. Tout d'abord, je pars de mes deux slides à commenter avec la partie commune de l'encre visuelle. Je les duplique l'une et l'autre et les transforme l'une et l'autre en patrons. Ceci étant fait, je copie le bloc de texte correspondant à l'encre depuis la première slide et je la place sur le patron correspondant. Je fais de cette slide la slide active, je sélectionne le bloc de texte et je le coupe soit avec CTRL-X ou l'équivalent Mac, soit avec le menu d'édition. Je me positionne sur le deuxième patron, et avec CTRL-V, je colle sur lui le bloc de texte que je viens de supprimer du premier patron. Il se positionnera exactement là où il était sur le premier patron. J'ai sur ce second patron la position finale, et je vais associer un déplacement vertical vers la position finale. Il est bon de zoomer, et en général j'utilise les O comme cible. S'il n'y en a pas, j'en rajoute pour l'opération. N'oubliez pas d'enlever accélération et décélération. Je coupe de nouveau le bloc et le colle, cette fois avec le mouvement, dans le premier patron. Définir précisément le mouvement de l'encre est facile parce que je connais position de départ et d'arrivée. Comment faire pour le bloc de texte qui s'évanouit? Là, je ruse. Tout d'abord, je copie ce bloc de texte avec mouvement. En fait, je veux exactement le même mouvement pour l'autre bloc. Jusqu'ici, je copiais et collais des blocs de texte. Maintenant, je vais manipuler le contenu du bloc de texte et conserver le bloc qui le contient avec son mouvement. Je reviens sur la première slide et je sélectionne le texte qui doit disparaître. Je le copie. Je reviens sur mon patron, sélectionne le texte du bloc et hop, avec CTRL-V, je remplace le texte en conservant le conteneur. Je n'ai plus qu'à ramener le bloc à la bonne place, lui rajouter un fondu de même durée et déclencher en même temps que le déplacement, enlever le bloc de texte qui m'a servi de patron, et c'est bâclé. Je vais vous le montrer de nouveau, mais cette fois avec les changements de slide. Première slide, en vertu de ma première règle déclic, pas de slide vide, le texte commence à apparaître automatiquement dès l'affichage de la slide. Après, j'aurai besoin de la souris ou d'une télécommande. Clic. Deuxième partie. Clic. La liste des noms des jours. Cette liste, je veux la retrouver là. Clic. J'enchaîne en fondu la slide fugitive avec les deux blocs de texte qui montent, un disparaissant en même temps, puis passage automatique à la slide suivante et à l'affichage du premier bloc de texte dès l'affichage, et enfin, le bloc suivant au clic. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que l'on a là une animation relativement sophistiquée, mais dont paradoxalement le rôle est de se faire oublier. Beaucoup de gens déconseillent les animations parce qu'elles sont distrayantes. Ce qu'on a ici, c'est une animation qui améliore la continuité et qui n'ajoute aucune rupture. Le roulement de tambour, je l'ai donné avant mon exemple. En fait, en cours, juste avant d'attaquer l'exemple, j'ai affiché cela. Quel jour de la semaine êtes-vous né? J'ai fait référence à mes règles déclic. Je vous en ai donné deux déjà. Je voudrais en rajouter une troisième.
Pour mémoire, la première règle, tant pour l'auditoire que pour le présentateur, c'est qu'un clic ne doit pas amener sur une slide vide. La deuxième règle, pour le présentateur, c'est qu'un clic doit amener un changement visible. La troisième règle, c'est que les slides fugitives ne comptent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une slide fugitive est juste un artifice de mise en scène. Si la slide avait été 5 fois plus haute, je n'aurais pas eu besoin de changer de slide pour mon programme. Le but du clic qui envoie la slide fugitive n'est pas dans la réalité tout ce mouvement, mais bien d'animer le morceau de texte qui suit l'encre visuelle. Il doit donc s'afficher automatiquement avec la slide, comme s'il résultait du clic précédent. En plus, s'il y avait une pause après la slide fugitive, ce serait mettre l'animation en relief alors qu'elle cherche à se faire oublier. Il sera temps de parler de documents et de conclure cette série dans la prochaine vidéo.